Bonjour à tous et bienvenue à Digital Academy. Je suis mademoiselle Bayot Marie-Michel, fondatrice et directrice de l'agence de communication Maricom Digital et je vais vous former sur la communication digitale. Alors, le programme de la formation s'articule autour de 4 parties. L'introduction, donc qui relate l'historique de Internet et du web. Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet avec la communication digitale. Donc, nous allons parler de tout ce qui est stratégie, plan et canaux de communication digitale. Ensuite, il y aura un quiz pour évaluer les connaissances de tous et de chacun au niveau de ces deux premières parties. Après quoi, nous ferons un focus sur les canaux de communication digitale et nous parlerons de parcours utilisateur en ligne. Je vous réserve aussi une partie bonus et enfin l'examen final. Alors, ce programme vous permettra d'acquérir des connaissances techniques et pratiques en communication digitale, vous permettra d'être capable de mettre en place une stratégie et un plan de communication digitale, de saisir les canaux et les outils de communication digitale et enfin d'appréhender la fonction de communication digitale en entreprise. Alors, je vous conseille d'être attentif à tous les éléments de cette formation et de faire des recherches, de prendre note, surtout pour ceux qui veulent entamer une carrière dans le domaine de la communication digitale. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la phase introductive de la formation. Nous allons voir l'historique du web et de Internet et faire une définition, on va dire une approche définitionnelle de ce que c'est que le marketing digital. Après quoi, nous allons voir les contours et les spécificités du marketing digital. Alors, tout a commencé avec le réseau ARPANET. Alors, ARPANET, c'est Advanced Research Project Agency Network, en abrégé ARPANET. Il a été conçu pour le compte du département américain de la Défense. Alors, c'est quoi ARPANET? C'est un réseau qui permet de connecter les ordinateurs et les appareils informatiques entre eux afin de faciliter l'accès des personnes aux ordinateurs, d'améliorer le matériel informatique et disposer d'une méthode de communication plus efficace pour les militaires. Alors, pour faire simple, ARPANET était comme un réseau intranet. Donc, un réseau intranet, c'est un réseau qui est connecté à une entreprise seulement, à une communication privée, voilà, qui concerne une entité privée, donc comme une entreprise, une organisation. Et donc là, ARPANET était connecté seulement pour le département américain de la Défense. Donc personne d'autre avait accès à part ceux qui étaient au département et ceux qui travaillaient bien sûr avec le département de la Défense américaine. Donc ici, il faut comprendre que ARPANET était un réseau spécifique et on va dire plus ou moins limité. Et il était toutefois le début d'Internet. Et Internet, c'est plutôt ARPANET, mais en développé. Voilà, en développé, en plus accessible, sachant que tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à Internet, ce qui n'était pas le cas de ARPANET. Et il est à plusieurs usages. Avant, c'était que pour les militaires. Maintenant, c'est pour tout le monde. Donc, on peut l'utiliser comme on veut, comme vous avez bien remarqué aujourd'hui. On peut connecter plusieurs appareils pour plusieurs objectifs, pour plusieurs utilisations données. Donc, ARPANET était vraiment restreint. Je vais vous montrer par la suite une image qui montre en fait les connexions de ARPANET en mars 1997. Il faut savoir que ce réseau a été créé en 1969. Donc, quand vous lisez
de plus près, vous voyez Pentagone. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Pentagone, c'est toute une organisation pour la défense américaine. Donc, le Pentagone, vous voyez Stanford. Donc, Stanford, vous voyez aussi Harvard. Voilà, vous voyez Harvard. Donc, c'était aussi connecté à des universités, sachant que ces universités-là faisaient des recherches très importantes pour l'avancée, euh, on va dire pour l'armée américaine. Voilà, donc ils utilisaient ces informations-là que ces universités-là faisaient pour faire avancer la défense américaine. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des écoles qui étaient, des universités américaines qui étaient connectées. Donc vraiment, c'était vraiment un réseau restreint. Donc si vous voyez bien là, j'ai marqué en 1983, seuls 562 systèmes étaient, et réseaux pardon, étaient interconnectés pour former le réseau ARPANET. Donc c'était vraiment restreint et pas accessible au grand public. Donc c'est comme ça que Internet a commencé en fait. C'était pour les militaires, essentiellement, américains. Alors après cette grande invention, nous avons plusieurs autres inventions, entre autres la création du premier ordinateur portable et la création de Google. Bien sûr, c'est des deux événements qui marquent l'histoire de Internet et du web. Alors, bien sûr, le premier ordinateur, qui était sous forme, on va dire, de serveur, a été créé aux alentours de 1945. Et là, la création dont je vous parle, c'est l'ordinateur portable, ce que nous appelons communément aujourd'hui PC. Alors, le PC, il a été créé par Adam Osborne. Il a nommé bien sûr le PC, le premier PC, Osborne premier. Donc en fait, il pesait, on va dire, aux alentours de 11 kilos. Donc il pesait 11 kilos, c'était vraiment lourd. C'était pas comme nos PC aujourd'hui qui sont beaucoup plus légers. Et ils avaient une petite mémoire RAM, donc la mémoire vive, de 64 kilooctets. Ça faisait pas un méga. Donc c'était vraiment petit. Bon, pour ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant, bon, ça allait. Et il était livré sans disque dur. Donc le disque dur, c'est la mémoire ROM, ce qui nous permet de conserver plusieurs fichiers dans l'ordinateur. Et là, euh, il y avait des équipements annexes, donc des lecteurs de disquettes, qui étaient pas intégrés, mais qui étaient à côté. Voilà, qui étaient avec des lecteurs de disquettes. C'était équipé de lecteurs de disquettes. Donc c'est l'image que vous voyez là du premier ordinateur portable, Osborne 1. Ensuite, on a une grande création qui marque l'histoire de Internet et du web. En 1998, on a Larry Page et Sergey qui ont créé, qui ont fondé officiellement l'entreprise Google. Alors, il faut savoir que Google a vu ses premiers jours en format bêta, on va dire ça comme ça, en 1996. Alors là, c'était vraiment en développement. Donc, ils étaient des étudiants, Larry et Sergey, ce sont des étudiants, ils ont des étudiants américains. Ils ont créé le premier moteur de recherche vraiment de manière officieuse en 1996. Et ils ont développé ce moteur-là. Et 2 ans après, ils ont décidé de faire appel à des investisseurs et donc de fonder l'entreprise en bonne et due forme avec le nom Google. Donc, c'est comme ça que, on va dire, Google a été créé dans la Silicon Valley en Californie. Donc aujourd'hui, Google, c'est une entreprise américaine de technologie. Donc il y a plusieurs pôles, il y a plusieurs services. C'est plus seulement que le moteur de recherche. Ils font beaucoup de, de services, surtout en intelligence artificielle aujourd'hui. Donc ça, c'est un bref historique, on va dire, de l'Internet. En ce qui concerne la création même d'Internet et des éléments en fait qui sont quand même importants à noter, des dates importantes à noter pour le développement d'Internet et du web. Alors, on a tous déjà utilisé le fameux 3W, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Alors, le World Wide Web, qui est en fait le web, ce qu'on appelle le web,
C'est un ensemble de sites et de pages stockés sur des serveurs web et connectés à des ordinateurs locaux via Internet. D'accord? Donc en fait, le web, c'est ces ensembles de sites qui nous permettent de voir en ligne quand nous allons sur des navigateurs comme Google Chrome ou comme Mozilla, de voir ces images, de voir ces textes, de voir en fait tout ce que nous voyons en ligne. Donc c'est vraiment important et ça marque en fait une nouvelle ère en fait dans l'histoire de Internet. Car c'est à partir du web que Internet s'est vulgarisé, que Internet est devenu accessible en fait à tout le monde. Bien sûr, on pouvait voir des images, on pouvait lire les textes, et donc c'était vraiment beaucoup plus accessible et beaucoup plus simplifié. Avant, c'était des codes, on va dire des codes. L'interface était vraiment rigide et beaucoup plus sophistiquée, codée. Donc, on ne pouvait pas bien comprendre, c'était pas accessible à tout le monde. Déjà, fallait savoir lire et écrire, il fallait comprendre le langage qui était utilisé avant. Donc, c'était vraiment compliqué et déjà que c'était pas réservé à tout le monde, c'était pas ouvert à tout le monde, c'était seulement pour les militaires. Donc, comprenez bien comment c'était avant. Et avec l'invention du web qui est venu en 1991, vraiment, ça a changé la donne et c'est pourquoi aujourd'hui, on a tous accès en fait à cette technologie en ligne. Alors, comment ça fonctionne? Donc, les éléments du web sont des pages web formatées en HTML et reliées par des liens appelés hypertextes ou hyperliens accessibles par HPPT. Alors, le HTML, c'est Hypertext Markup Language. Donc, c'est le langage de balisage standard pour les documents conçus pour être affichés dans un navigateur web. Donc, le HTML, le langage HTML nous permet en fait de voir les images, de voir les textes, en fait, ce que nous voyons quand nous allons sur un site en ligne, en fait. Donc, c'est le langage HTML qui nous permet de traduire tous ces éléments-là, tous ces codes en images. Et le HTTP, c'est le Hypertext Transfer Protocol. Alors, c'est un protocole qui permet de transmettre en fait ces documents hypertextes, ces documents tels que le HTML, donc tel que tout ce qui est traduit par le HTML, d'un navigateur web à un autre et d'un serveur web à un autre. Donc, le HTML permet de traduire, d'avoir un langage qui nous permet d'afficher tout ce qui est image, contenu, vidéo, audio. Et le HTTP, ça nous permet de transférer ces éléments-là d'un navigateur web à un autre ou d'un serveur web à un autre. C'est aussi bon, c'est pas simple, mais c'est un peu pour vous permettre de comprendre en fait la logique du fonctionnement du web. Alors, donc, ce sont des connexions électroniques qui relient des informations afin que les utilisateurs puissent accéder rapidement à ce qu'ils souhaitent savoir. Donc, le fait de... Attends, je vais aller plus loin pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Alors, l'hypertexte offre l'avantage de sélectionner un mot ou une phrase dans le texte et ainsi accéder à d'autres pages qui fournissent des informations supplémentaires liées à ce mot ou cette phrase. Alors, pour expliquer, c'est lorsque nous allons sur Google et que nous voulons chercher, par exemple, on va chercher la communication digitale. Quand on cherche la communication digitale, c'est l'hypertexte en fait qui nous permet d'afficher toutes les pages, tous les sites où il a été marqué, où il a été écrit le mot communication et le mot digital, ou les deux en même temps. Donc vous voyez souvent, il y a plusieurs sites qui s'affichent, soit ça peut être des sites d'agents, ça peut être des sites de formation, ça peut être des blogs, etc. Où il est marqué et on vous souligne même en gras, on vous met en gras les mots communication digitale. Souvent, on vous dit même en fait que en fait il n'y a pas communication, il n'y a que digital. Ou là, il n'y a pas digital, il n'y a que communication. Donc c'est l'hypertexte en fait qui permet
d'accéder à ces autres pages qui fournissent les informations qui sont liées aux mots en fait que vous avez recherché dans le moteur de recherche. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc une page web reçoit une adresse en ligne appelée URL. Donc URL c'est Uniform Resource Locator. Donc c'est une manière de localiser en fait une information ou bien une donnée en ligne. Voilà. Donc voilà. Donc une collection particulière de pages web appartenant à une URL spécifique est appelée un site web. Donc pour simplifier, un ensemble de pages web appartenant à une URL. Donc par exemple, en bas j'ai mis www.com, www.facebook.com. Donc toutes les pages qui appartiennent à l'URL, au site web que nous connaissons, www.facebook.com, constitue le site web, constitue l'URL. Donc, bien sûr, les pages commencent par www.facebook.com et il y a un slash qui vient se mettre pour pouvoir donner d'autres informations. Donc, si par exemple on veut avoir le profil de David, donc bon, Facebook va peut-être mettre David avec des numéros parce que il y a plusieurs David par exemple sur Facebook. Ou bien sur LinkedIn, ils vont mettre arrobase, ils vont mettre tout le nom de la personne, David Monceau par exemple, etc., etc. Pour dire que c'est dans le site LinkedIn sur la page David Monceau. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc tout cet ensemble de pages web forme, appartenant à la même URL, forme un site web en général. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi on parle toujours de nom de domaine facebook.com. Donc ton nom de domaine facebook.com. Donc il y a plusieurs pages qui sont affiliées à celui-là. Quand on ajoute les 3 W, ça devient une URL et ça forme en fait un site web. De manière, on va dire technique, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, tu vois toutes ces pages qui apparaissent sous la même URL, dans le même site. C'est un peu comme ça. Donc, en fait, le web, c'est comme un énorme livre électronique, donc, dont les pages sont stockées sous plusieurs serveurs à travers le monde. Donc, voilà, c'est comme une grande bibliothèque en ligne. D'accord? Et chaque livre, on peut dire comme ça, chaque livre ou chaque petit livre sont des sites web qui sont stockés dans des serveurs qui sont comme des mini-bibliothèques. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe, mais c'est partout dans le monde. Il y a plusieurs serveurs physiques dans le monde qui sont bien sûr traduits en ligne, qui sont représentés en ligne, en fait. Et quand tu cliques, quand tu mets une adresse, quand tu mets une URL, ça te localise l'information, ça te localise le site web, ça te localise les pages et ça t'ouvre en fait l'information que tu recherches par rapport à ce que tu as entré dans le moteur de recherche. C'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà un peu. J'espère que vous avez compris la notion du web et de tout ce concerne les liens hypertextes et comment les informations apparaissent en ligne et comment elles sont reliées entre elles en fait. Sinon, si vous avez des questions, bien sûr, à la fin du cours ou avec l'organisation Digital Academy, vous pouvez me faire parvenir vos questions et je vais essayer de répondre après le cours par une série de questions-réponses. Merci. Alors, on poursuit. Alors, plusieurs d'entre nous, donc plusieurs confondent Internet et le web, alors que c'est deux choses différentes. Sachant l'explication que je viens vous donner, mais je vais encore enrichir pour vous montrer quelle est la différence. Alors, Internet est un réseau mondial d'appareils tels que les serveurs, les PC, les tablettes, et il permet aux utilisateurs de ces différents appareils de communiquer à travers l'envoi d'emails, à travers l'utilisation aussi du web. Je vais vous expliquer. Donc en fait, Internet, c'est le grand réseau mondial, d'accord? Qui permet de faire plusieurs choses, entre autres l'envoi d'emails. Par exemple, quand vous vous connectez via Gmail ou bien via Yahoo et que vous envoyez un email, vous utilisez Internet, d'accord? Voilà. Maintenant, lorsque vous ouvrez
à partir du moment où vous ouvrez un site web comme www.google.com, vous êtes sur le web. D'accord? À partir du moment où on parle de recherche en ligne, on parle de moteur de recherche, on parle de site web, on parle de blog, on parle de page web, etc., etc., application web, nous sommes sur le web. Donc le web, c'est un réseau de serveurs qui est sur Internet. Donc c'est comme si c'est une partie d'Internet, mais c'est pas Internet. Voilà, Internet englobe le web, d'accord? Le web fait partie d'Internet, mais c'est pas pareil. Internet peut faire plus de choses que aller sur un site Internet, que faire des recherches en ligne sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc Internet est beaucoup plus vaste que le web. Le web fait partie Le web utilise Internet, voilà, pour s'exprimer, pour nous donner accès à des informations, donc via le langage HTML qui nous permet de voir les images, qui nous permet de voir le texte, qui nous permet de lire des vidéos sur YouTube, etc., etc. C'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, donc, vous demandez à une page web à partir de votre ordinateur à l'aide d'un navigateur, donc comme Chrome, et le serveur affiche cette page sur votre navigateur. Votre ordinateur est appelé un client. Donc votre PC, c'est un client. Il exécute un programme qui est le navigateur web, donc qui est comme Google Chrome, et qui demande à l'autre ordinateur qui est un serveur, donc qui est une mini bibliothèque, comme on a expliqué précédemment, qu'il a besoin de telle information, donc de l'information que vous recherchez en ligne. Donc ce serveur-là tire ces informations dans son, dans, dans son, dans sa bibliothèque, dans ses éléments, dans son stockage d'informations, dans son stockage de données, et il fait apparaître, il les transmet à votre navigateur web, donc via le HTTP, le protocole de transfert, et ça apparaît sur votre écran, sur l'écran de votre ordinateur, via le navigateur, et qui est traduit bien sûr par le langage HTML. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est Internet qui permet toutes ces connexions-là, qui permet que vous ayez accès à ces serveurs-là, à ces informations-là, dans ces serveurs-là, qui passent par ces navigateurs et qui sortent sur votre écran. Donc, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que vous avez compris. Sinon, bien sûr, on aura une série de questions-réponses à la fin du cours. Alors, pour faire un résumé de l'historique d'Internet et du web, nous allons retenir ces 7 dates importantes, à savoir 1969, marqué par la création de ARPANET, l'ancêtre d'Internet. 1972, marqué par la création du courriel électronique. 1980, avec l'émergence de l'ordinateur portable. On va dire qu'en 1980, c'était le micro-ordinateur et en 1980, la création officielle de l'ordinateur portable, Osborne 1. Ensuite, 1991, la création du World Wide Web, donc du web, qui est suivi par le lancement des navigateurs web en 1993, à savoir Mosaic et Netscape. Ensuite, nous avons eu en 1994 le lancement des moteurs de recherche, à savoir Vista, Alta Vista et Netscape. Et pour conclure, nous avons eu les premiers sites comme messieurs qui ont été lancés en 1994 et en 1995. Concernant les moteurs de recherche, bien entendu, avant Google, il y avait eu d'autres moteurs de recherche qui ont été lancés et Google a suivi en 1998. Alors, ainsi prend fin l'historique pour cette partie. Bien entendu, vous pouvez toujours communiquer si possible vos questions et préoccupations afin que, comme j'ai dit, à la fin du cours, je puisse vous donner beaucoup plus d'éclaircissements, beaucoup plus d'informations pour enrichir votre connaissance à ce sujet. Alors,
nous allons continuer notre cours avec la définition du marketing digital. Alors en fait, c'est quoi le marketing digital? Plusieurs savent ou bien ont des idées de ce que c'est que le marketing digital, mais en vrai, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir le marketing digital? Nous allons alors donner une approche définitionnelle du marketing digital. Alors, plusieurs auteurs ont écrit bien évidemment sur le marketing digital. Nous avons retenu la définition des auteurs Bressol et Pinso dans leur livre Le marketing digital, édition du Note 2016. Le marketing digital peut être défini comme le processus de planification et de mise en œuvre de l'élaboration de la tarification, la communication, la distribution d'une idée, d'un produit ou d'un service, permettant de créer des échanges effectués en tout ou en partie à l'aide des technologies digitales, en cohérence avec des objectifs individuels et organisationnels. La mise en œuvre des techniques marketing digital a pour objectif d'acquérir de nouveaux clients ou d'améliorer la gestion de la relation avec les clients actuels. Le marketing digital s'intègre bien entendu aux outils marketing traditionnels dans une stratégie marketing multicanal ou cross-canal. Alors, le marketing digital permet alors de planifier et de mettre en œuvre la tarification, la communication et la distribution d'une idée, d'un produit ou d'un service afin d'aboutir à des échanges qui sont effectués soit de manière totale en ligne, donc via Internet, ou bien de manière partielle via Internet. Donc, je prends un exemple, tu vas sur le site, sur Jumia par exemple, tu vas sur Jumia et tu veux commander un article, d'accord? Tu commandes un article et tu payes en ligne, d'accord? Tu payes en ligne, donc là c'est un échange que je suis en train de faire comme ça. Tu payes en ligne et tu es livré à la maison chez toi. Donc tu as effectué, on va dire, des échanges en ligne. Là c'est plutôt vraiment totalement parce que quand même, si c'est un produit que tu veux, forcément il sera livré. Maintenant, si c'est un service, par exemple, tu veux acheter, je prends un exemple, hein, tu veux concevoir une affiche, donc tu vas sur un site de conception d'affiches, donc tu payes le service en ligne et tu reçois ton, ton affiche en ligne. Là, c'est totalement. Maintenant, ce qui est partiellement des échanges effectués partiellement, par exemple, tu vas toujours sur Jumia, tu commandes, mais tu souhaites par exemple payer ton produit physiquement, donc à la livraison. Donc, lorsque la personne va te livrer le produit, c'est là que tu vas payer. Donc là, par exemple, ce sont des échanges qui sont partiels. D'accord? Alors, on continue, on dit, il est écrit ici que c'est la mise en œuvre des techniques marketing, la mise en œuvre, pardon, des techniques marketing digitales a pour objectif d'acquérir de nouveaux clients et d'améliorer la gestion, pardon, de la relation client, de la relation avec les clients actuels. Ok, donc bien entendu, on utilise le marketing digital, c'est pour vendre, c'est pour avoir davantage de nouveaux clients. D'accord, ça c'est clair et simple là, et pour améliorer la gestion de notre relation avec nos clients. Alors, de manière physique, comment on gère la relation client? C'est lorsque par exemple le client vient vers nous. Quand il vient dans le magasin, on lui dit bonjour, on lui fait des promotions, on lui fait des réductions. Là, c'est les moyens assez standards et basiques pour améliorer la relation client. En ligne, c'est différent et c'est encore plus intéressant parce que là, vous pouvez communiquer directement avec le client partout où il se trouve. D'accord? Donc, ton client peut être aux États-Unis et toi, tu es à Abidjan. Et tu peux rentrer en contact avec lui déjà via les réseaux sociaux. Tu peux publier des informations ou du contenu qui pourrait l'intéresser, sachant qu'il n'est pas proche de toi. Et tu peux répondre à ses préoccupations en ligne de manière instantanée, malgré la distance. D'accord? Chose que tu ne peux pas faire physiquement. C'est-à-dire que si tes clients ne viennent pas dans ton magasin, bien si tu ne l'as pas vu quelque part
en passant dans la rue, tu ne pourras pas avoir ce lien de communication, ce lien relationnel avec lui. Alors qu'en ligne, tu peux entretenir ce lien-là au jour le jour. D'accord? Donc ça permet vraiment d'améliorer la gestion de la relation client. Un client qui est fâché sur le plan marketing traditionnel physique, tu peux pas le savoir, tu peux pas voir. Il peut s'énerver, il peut en parler chez lui, pardon, à ses amis, mais toi, tu n'es pas au courant, alors qu'il est en train de te faire perdre de la clientèle. Mais sur Internet, si il met sa préoccupation sur Internet, sur les réseaux sociaux, tu as l'opportunité de répondre et de résoudre sa problématique pour que demain il puisse se dire que ah oui quand même ils m'ont répondu et puis c'était bien, c'était une bonne action, donc peut-être qu'il va pas autant parler mal de vous si c'était que en termes de marketing traditionnel. Alors la dernière partie, il est écrit ici que le marketing digital s'intègre bien entendu aux outils marketing traditionnels dans une stratégie marketing multicanal, cross-canal. Alors, ici, pour simplifier, c'est dire que en fait, les stratégies marketing multicanal, ok, les stratégies marketing multicanal, ce sont des stratégies qui permettent d'utiliser plusieurs canaux en même temps. D'accord? Donc, en termes de distribution, par exemple, on peut utiliser le magasin qui est physique, donc qui rentre dans le cadre du marketing traditionnel, un magasin physique, et on peut ajouter à ce magasin physique, par exemple, un site internet où le client a accès aussi à des produits en ligne. D'accord? Donc là, on est dans une stratégie multicanal où il s'agit tout simplement de multiplier, on va dire, les points de contact avec le client. OK? Donc le client vient physiquement, il a la possibilité d'acheter son produit en magasin et s'il va en ligne, il a la possibilité aussi de voir pour la même marque un site et d'acheter aussi son, son produit en ligne. Alors dans la stratégie cross-canal, c'est plus avancé. Alors le client, il a la capacité en fait de commander quelque chose en ligne et d'aller le récupérer peut-être euh, dans un point de vente de la marque. Donc là, il y a une intégration qui est faite, il y a une connexion entre les différents canaux et les canaux sont cohérents. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. De l'autre côté, les canaux sont plus ou moins indépendants. Il n'y a pas de connexion. Peut-être même les produits que tu trouves en ligne, ce n'est pas forcément les produits que tu trouves en magasin. Mais en cross-canal, c'est fait de telle sorte à ce que les canaux sont complémentaires. D'accord? Tu peux voir quelque chose en ligne et puis tu peux commander et puis tu as la possibilité juste d'aller le récupérer euh, dans le magasin physique. Donc les choses sont vraiment connectées via le digital, bien sûr et avec les données qui sont enregistrées. Donc, quand tu vas enregistrer des informations en ligne, là-bas, le vendeur sur place, il a vu dans son logiciel, dans sa base de données, que le client, si a commandé telle chose et il va venir le chercher tel jour. Donc, il prépare par exemple déjà ton paquet, comme ça, quand tu viens, peut-être que tu as déjà payé en ligne ou bien tu veux payer physiquement. Quand tu viens, soit tu payes, soit tu récupères juste ton paquet, sachant que tu as déjà payé et tout est déjà enregistré dans la base de données. Ça, par exemple, c'est du cross-canal. Il y a un autre, il y a une autre stratégie qu'on appelle de l'omnicanal. Donc là, on passe de l'intégration même à la synergie. C'est-à-dire que sachant que maintenant, on peut se trouver, par exemple, on va dire dans un magasin comme Zara, on peut se retrouver à Zara, et puis en même temps, on est en ligne sur le site de Zara. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc là, c'est vraiment synergique. Donc tu peux être en train même de commander ton article en ligne sur le site de Zara et puis aller le chercher à la caisse. Ça, c'est vraiment un autre niveau de stratégie multicanal, de stratégie marketing qui lie le digital et le physique. D'accord? Et donc, on sait qui tu es, les informations sont là, c'est tracé, c'est géolocalisé, et puis on sait que c'est toi qui as commandé, et quand tu passes à la caisse, tu vas juste signifier ça, que c'est l'article que tu veux, et puis voilà. Tu peux même payer en ligne et que tu récupères. Donc là, il s'adapte vraiment à la position du client, à la connectivité en fait du client qui est qui peut se retrouver en magasin, qui peut se retrouver sur son téléphone, etc., etc. Là, il faut obligatoirement, dans ces cas-là, que ce qui se trouve en magasin soit aussi en ligne. D'accord? Pour pouvoir commander en même temps et pour pouvoir récupérer en même temps le colis, par exemple.
Donc ça, c'est un autre niveau. Bon, en Côte d'Ivoire, ou je suis pas dans les pays d'Afrique, on n'en est pas encore là. On est en train d'arriver au cross-canal, mais on est encore sur du multicanal. Donc la personne peut avoir un site web, la personne peut avoir une boutique en ligne, pardon, mais qui n'est pas forcément connectée et l'un à l'autre. Alors, j'espère que pour cette partie, ça a été compris. Donc là, c'est juste comprenez que c'est du marketing traditionnel qui est fait via les technologies digitales et aussi qui permet d'être allié, qui permet d'allier le marketing traditionnel au marketing digital. D'accord? Les technologies digitales à tout ce qui est physique, on va dire. Alors, plus loin, en 2012, lorsqu'il y a eu plusieurs apparitions de nouveaux outils, comme les smartphones, les tablettes, et on a eu aussi, on va dire, la vulgarisation des réseaux sociaux. Bon, on sait que Facebook existait avant 2010, mais il n'était pas vulgarisé. Excusez-moi. Donc, il y a eu la vulgarisation des réseaux sociaux et des objets connectés. Donc, des auteurs de renom, à savoir Dave Chaffey et Fiona Ellis, ils ont proposé de substituer le terme e-marketing par marketing digital. Donc, avant, on parlait de e-marketing. Donc, e-marketing, donc e-commerce, e-business, e pour le côté électronique. Normalement, c'est marketing électronique qu'on dit. D'accord? Maintenant, vu que ça avait évolué, il y a eu les smartphones, il y a eu bon, plusieurs technologies numériques qui se sont développées, donc qui touchaient au digital, donc qui touchaient directement à la technologie en fait. Et là, au lieu de dire de l'e-marketing, vu que c'était pas que seulement électronique, c'était plus que ça. Donc, ils ont décidé de donner le mot marketing digital. Et c'est à partir de ce moment-là que ce mot a été adopté. Donc le marketing digital vise à l'atteinte des objectifs propres au marketing que nous connaissons grâce à l'utilisation des technologies numériques. Donc c'est à partir de Chaffey et de Eddie Chadwick que nous avons commencé à parler de marketing digital. Alors pour essayer de résumer ou bien de simplifier en fait la définition du marketing digital, on pourrait dire alors le marketing digital peut être alors considéré comme étant la mise en œuvre du marketing classique via les techniques et les médias digitaux afin de développer davantage les ventes des entreprises et d'améliorer la relation avec leurs clients en créant un lien plus étroit avec eux. Donc à travers la proximité qu'ils ont de pouvoir communiquer directement avec le client partout où il se trouve. Il permet aussi de toucher plus facilement des cibles difficilement atteignables sur le plan géographique et à moins de coûts. Donc, comme j'expliquais, le fait que l'entreprise soit située aux États-Unis et que son client soit au Congo, c'est beaucoup plus facile de communiquer ou d'atteindre sa cible via le marketing digital que via le marketing traditionnel. C'est beaucoup moins coûteux aussi de procéder via le digital que le traditionnel. Donc, à cela aussi, il faut ajouter au fait le volet, on va dire, le volet mesurable du marketing digital. Alors, en marketing traditionnel, par exemple, lorsqu'on met une affiche, on n'a pas la capacité de pouvoir évaluer le nombre de personnes qui ont vu l'affiche. D'accord? On n'a pas la capacité de pouvoir évaluer l'audience. Alors qu'avec le marketing digital sur les sites web, sur les réseaux sociaux, on peut voir combien de personnes ont vu la publication, combien de personnes ont réagi vis-à-vis de la publication. Donc, on peut savoir l'impact qu'a une autre publication en ligne, alors que de manière traditionnelle, avec les canaux traditionnels de marketing, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, on peut mesurer nos actions et entreprendre des actions correctives, ou bien changer de stratégie, sachant que celle-ci n'a pas marché, ou continuer une stratégie, sachant que celle-ci a marché, vu les réactions, vu les retombées par rapport aux clients. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a un fort caractère mesurable, en fait, qui est caché derrière le marketing digital, qui nous permet de pouvoir améliorer nos contenus, qui nous permet de pouvoir
rendre un peu plus, encore plus stratégique, encore plus pointu nos actions en fait vis-à-vis de notre client, de notre marque et de nos produits. Voilà. Donc c'est très important, c'est avantageux, tout ce qui concerne le marketing digital. Et on voit en fait aujourd'hui comment ces technologies-là, ces techniques ont pris l'essor, ont pris les devants sur le marketing traditionnel. Bien entendu, on ne va pas laisser le marketing traditionnel, mais on va plutôt combiner le marketing digital et le marketing traditionnel. C'est ce qui est d'ailleurs conseillé dans le monde par les experts. Alors, donc, tout ce que vous devez retenir, je vous conseille de retenir simplement en ce qui concerne la définition du marketing digital, c'est la mise en œuvre des techniques de marketing classique via les technologies numériques. Voilà, assez simplement. Alors, pour la suite du programme, nous allons voir les spécificités du marketing digital. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est autant spécifique et voire même, on va dire, la différence palpable. J'ai essayé d'expliquer là, mais on va faire des points que vous voyez vraiment quelle est la différence palpable entre le marketing digital et le marketing traditionnel et quels sont les éléments qui sont spécifiques, on va dire, au marketing digital. Ça sera pour la prochaine séquence. J'espère que cette première séquence vous a donné plus ou moins une idée, un aperçu historique et aussi définitionnel de ce que c'est que le marketing digital et aussi au niveau de Internet et du web. Alors, à la prochaine séquence. Merci.